Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, un message important. Le Média lance Riposte, une campagne de financement citoyen pour renforcer une information libre, indépendante et populaire. Dans un contexte où des fortunes privées comme celle de Pierre-Édouard Stérin cherchent à influencer l'opinion à coups de millions, nous avons besoin de vous. Rejoignez la campagne sur campagne.lemediatv.fr. Et maintenant, place à l'épisode 48 du récap. C'est parti. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Voilà le slogan qui conduit 13 personnes à se faire juger à partir d'aujourd'hui pour injure publique en raison de la prétendue origine, ethnie, race ou religion. Ce slogan, il visait la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura lors de sa performance aux Jeux Olympiques. Et puisqu'en plus Sagrit est raciste, raison de plus pour se repasser un peu de cette reine. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Alors, Aya Nakamura, c'est pas n'importe qui, c'est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Rien que ça. Les chiffres donnent le tournis. Elle cumule les milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, mais aussi les milliards de vues sur YouTube. Elle a récemment battu un record. Elle rejoint ainsi Beyoncé, Rihanna ou encore Whitney Houston dans le club des milliardaires en vues sur YouTube. C'est le clip du tube Jaja qui a dépassé le milliard de vues sur la plateforme en février dernier. Sur Spotify, Aya Nakamura se targue de 12 millions d'auditeurs par mois. C'est astronomique, 3 fois plus que Jul ou 5 fois plus que Booba. Aya, c'est un phénomène international en plus d'être une fierté nationale. La voix de toute une génération, sauf que c'est une femme noire et puissante. Et ça, certains ne le digèrent pas. Alors, sur le banc des accusés, dans le cadre du procès pour injure raciste, on retrouve les natifs. C'est en fait les rejetons assumés du groupe Génération Identitaire, un groupuscule violent d'extrême droite, dissous en 2021. Cette brochette d'identitaires compte notamment une attachée parlementaire du Rassemblement national, une militante RN ou encore le responsable parisien de Génération Z, l'organisation de jeunesse de reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Leur chef, c'est Édouard Michaud, un ancien membre du groupuscule néo-nazi les Zouaves Paris et fils d'un riche homme d'affaires très engagé à l'extrême droite. Vraiment, on tombe des nues. Tout ce petit monde s'est bien gratté la tête pour accoucher de leur banderole raciste envers la chanteuse. Des conversations de Telegram ont été exhumées par Mediapart et Street Press. Alors au départ, l'un des créatifs de la bande propose « Il n'y a pas moyen, Aya, Paris, c'est pas Kinshasa ». Alors si la rime fonctionne, le slogan porte une erreur factuelle. Aya est malienne, pas congolaise. Alors un des accusés le souligne et tempère aussitôt « mais on peut laisser, elle est noire, quoi ». Le petit groupe de fachos finit par s'accorder sur « il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris et pas le marché de Bamako ». Comme quoi, écrire des punchlines qui riment, c'est pas à la portée de tout le monde. Avec leur happening raciste, les natifs veulent buzzer. Ils invitent notamment les médias d'extrême droite, Occidentis et Frontières pour couvrir leur action. Objectif affiché, faire des vues, sur le dos de la chanteuse évidemment, et surtout influencer l'agenda médiatique. Ça ne va pas empêcher Aya de chanter, au contraire, mais ça va forcer tout le monde à prendre position, écrit l'un des grands stratèges de l'opération. L'enquête de l'Office central de lutte contre les crimes de haine et la haine en ligne souligne la volonté de stigmatiser Aya Nakamura, non pas en raison de sa culture, mais de son origine africaine. Alors, c'est pas étonnant venant d'un groupe qui estime que la mère de toutes les batailles, je cite, est le grand remplacement, une théorie complotiste et raciste qui prétend que les populations européennes seraient remplacées par des immigrés non européens. C'est le fer de lance d'Éric Zemmour. Interrogés par l'AFP sur leur banderole anti-Aya, les militants des natifs nient toute forme de racisme. Pourtant, leurs conversations privées sont accablantes. L'un d'eux plaisante. Après, on est raciste, donc on s'en fout. Ce à quoi un autre répond « PTDR, j'avoue ». Pas dit que ça plaît dans leur faveur. Les chanteuses Aya Nakamura, Iseult et Bonny, l'actrice Nadège Bossondiagne ou même Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, ces femmes noires, populaires et talentueuses ont toutes été victimes de misogynie noire, un terme né aux États-Unis. C'est l'universitaire Moya Bailey qui le théorise dans les années 2010. Il désigne la misogynie et le racisme dirigés spécifiquement contre
contre les femmes noires. Pour faire simple, c'est un peu la convergence des luttes entre le sexisme et le racisme. La chercheuse met en avant comment le cinéma, les médias ou les réseaux sociaux véhiculent des images très négatives des femmes noires. Elles sont souvent présentées comme masculines, agressives, leur tenue ou leur attitude sont facilement qualifiées de sexuelles ou provocatrices. Le documentaire Le mythe de la femme noire met en lumière l'ampleur des stéréotypes tenaces qui nourrissent la misogynie noire, cette double peine raciste et sexiste que subissent les femmes noires. De la figure hypersexualisée de Jézabel, utilisée pour justifier l'exploitation et la violence depuis l'époque coloniale, au cliché de la nounou souriante ou de la femme en colère caricaturale, ces représentations figées et déshumanisantes continuent d'influencer nos sociétés. Ce n'est pas qu'une question d'image ou de parole, mais bien un système de domination ancré qui enferme les femmes noires dans des rôles assignés et invisibilise leurs véritables expériences. Il y a quelques semaines, la chanteuse Ebony, finaliste de la Star Academy, a dû recadrer une femme qui lui a adressé un geste déplacé pendant qu'elle performait. Cette dernière a pris la parole pour la recadrer et diffuser un message d'amour, les larmes aux yeux. Dans le public qui m'a fait un signe pas gentil. Moi je l'aime en tout cas et j'aime tout le monde dans cette salle. Il y a quel amour qui nous réunit parce que la haine n'a pas sa place dans cette salle. Ces insultes en plein concert font directement écho à la vague de haine qu'Ebony a dû affronter pendant toute son aventure télévisuelle. Une trajectoire qui rappelle celle de Miss France 2025. Après son élection en décembre 2024, la jeune femme s'était d'ailleurs confiée en larmes elle aussi sur le harcèlement raciste qu'elle a subi. Angélique Angarny-Philopon a été comparée à un singe, à un homme, des attaques qui l'ont profondément éprouvée. On l'écoute. Mon seul tort, c'est d'avoir une couleur de peau qui plaît pas, tu vois. Et en fait, c'est violent parce que au-delà de la couleur, oh putain, je voulais pas pleurer. Toute ma vie, j'ai grave voulu montrer aux gens que j'étais quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de gentil. Tu sais, j'ai lu des R ressemble à un homme, j'ai lu des R ressemble à un singe et tout, tu vois. Enfin, des trucs tellement violents. Et je suis dans cette bataille à me dire que je sais qu'ils n'ont pas raison, tu vois, mais ça fait tellement mal. La misogynie noire, ce n'est pas un phénomène récent. Plus loin dans le temps, on peut aussi évoquer le cas de Nafissatou Diallo, cette femme de ménage immigrée, victime d'un viol au Sofitel de New York commis par Dominique Strauss-Kahn, a été sans cesse soupçonnée de complot visant à déstabiliser l'homme politique français, vu à l'époque comme le probable futur président de la République. Rokhaya Diallo expliquait à l'époque que la vénalité des femmes noires, c'est un cliché récurrent. Elles seraient facilement mobilisables par l'argent et donc leurs actions seraient guidées plus que les autres femmes en direction de l'argent, expliquait-elle. La psychologue Raki Kassi explique que dès l'enfance, les femmes noires sont perçues comme provocatrices et à l'aise avec leur sexualité. Donc l'agression n'en serait pas vraiment une. Dans cette logique, une femme noire ne peut pas être victime. Elle est toujours trop sexy, trop bruyante, trop visible. Alors forcément, elle l'a cherché. Et alors comme si le sexisme combiné au racisme associé aux clichés coloniaux ne suffisait pas, certaines personnalités noires font l'expérience du cumul des discriminations. On pense par exemple à la chanteuse Iseult, qui est également victime régulièrement d'attaques grossophobes. Aya Nakamura fait aussi régulièrement l'expérience du classisme. On se souvient de l'article la concernant dans Fakir. Une chronique intitulée « J'ai envie de tuer Aya Nakamura » est signée par Darwin, un auteur sous pseudonyme du journal satirique de François Ruffin. Il avait choqué la toile. L'auteur critique violemment la chanteuse, attaquant son physique, son attitude et ses performances sur scène avec des propos méprisants et sexistes, la qualifiant notamment de cervelle de moineau et décrivant ses gestes comme obscènes. On peut notamment y lire qu'elle est à mi-chemin entre la dondon et l'actrice porno. À vomir. Alors Darwin n'a pas tremblé, il a assumé ses propos. Selon lui, Aya Nakamura, par sa musique et ses paroles, détériore la langue française. Il accuse la chanteuse de promouvoir une novlangue, de pute, selon ses écrits. Une référence au roman de 1984 de George Orwell, estimant que la simplification du langage pourrait nuire à la capacité de réflexion, surtout chez les jeunes. Une ligne d'attaque souvent mobilisée à l'égard de la chanteuse. On se souvient du RN qui avait adopté cette ligne, lui aussi, pour critiquer sa participation à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Marine Le Pen avait estimé qu'il s'agissait d'une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit se lever tous les matins en se demandant comment humilier le peuple français. Je cite. On l'écoute.
écoute. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Pour ses détracteurs, Aya Nakamura ne représente pas la France, ses chansons, son image ne colle pas. Depuis le début de sa carrière, elle est moquée, rien ne va, ni son corps, ni ses tenues, ni ses mots, ni son teint. La star a déjà confié qu'on lui avait demandé de se blanchir pour conquérir un public plus large. Malgré son succès international, rien n'est jamais suffisant quand il s'agit d'Aya Nakamura. La chanteuse s'est exprimée au micro de Mouloud Achour sur la misogynie noire qu'elle subit. Elle pointe le peu d'icônes noires en France et les clichés dont elle est victime. On n'a pas mis dans la tête de certains qu'une femme noire, c'était une femme, déjà, tout court. Et en plus de ça, on n'en a pas mis en avant beaucoup en France. C'est beaucoup en Europe, parce que moi, je regarde en Afrique ou autre, il n'y a pas ces débats-là. La misogynie noire ne se limite pas au milieu artistique, elle touche toutes les femmes noires médiatisées. En politique, on se souvient de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a confondu la vice-présidente insoumise, Nadège Abomangoli, avec sa collègue insoumise elle aussi, Rachel Keke. Tous les noirs ne se ressemblent pas, avait rétorqué l'intéressé. On regarde. Allez-y, Madame Keke, vous avez la parole. Ah, excusez-moi. Madame la Présidente. Je dois en être à ma 13e heure de présidence. Je vous prie de m'excuser. Allez-y. Tous les Noirs ne se ressemblent pas. En 2015 également, une élue municipale LR avait, par exemple, comparé Christiane Taubira à un singe qui veut manger une banane. Une déshumanisation insupportable, mais tristement classique à l'encontre des personnes noires. D'ailleurs, le journal d'extrême droite Minute avait titré « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane ». La députée LFI Danielle Obono avait connu le même type d'attaque crasse de l'extrême droite. Valeurs Actuelles l'avait notamment représentée comme une esclave niant tout racisme dans la démarche. Plus c'est gros, plus ça passe. La députée avait finalement obtenu gain de cause en justice. Danielle Obono, députée LFI de Paris, a bien conscience des ressorts de la misogynie noire. Elle en parle régulièrement dans ses discours. Mais c'est plus fondamentalement pour nous le moment, l'opportunité de pouvoir aller plus loin dans l'analyse de formes d'oppression spécifiques qui ne sont pas des détails ou des diversions de notre point de vue, mais qui participent de l'ordre dominant sur lequel se structure un grand nombre de nos actuelles sociétés sous différentes formes, en termes économiques, sociaux, etc. Et les différentes oppressions qui sont produites participent précisément de ce contre quoi nous nous battons, c'est-à-dire l'ensemble des inégalités qui aujourd'hui sont toujours plus aiguës et qui participent d'une oppression globale qui ne concerne pas simplement les personnes dont on va parler ici, même si ce sont les premières victimes, mais qui concernent l'ensemble de la société. Les préjugés misogynes noirs se manifestent dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, et en particulier dans le domaine de la santé. Sandrine Ngachou, présidente de l'association de lutte contre l'infertilité des afrodescendants, le dénonce depuis des années. Des patientes d'origine nord-africaine sont par exemple souvent accusées d'exagérer leurs symptômes ou leurs douleurs. En 2017, Naomi Musanga est décédée d'un accident vasculaire abdominal après que l'opératrice du SAMU a refusé de considérer ses appels à l'aide. En 2018, une enquête réalisée en France, quelques mois après la mort de Naomi Musanga, avait révélé les discriminations envers les patientes des urgences. Menée par plusieurs associations, elle avait mis en lumière un syndrome méditerranéen largement diffusé dans le corps médical. Une théorie selon laquelle les personnes d'origine maghrébine ou africaine auraient tendance à exagérer leurs douleurs, ce qui leur vaudrait d'être moins prises au sérieux quand elles se présentent aux urgences. Toutefois, l'identification de ce phénomène n'est pas nouvelle. En 1952, Frantz Fanon, psychiatre ayant notamment travaillé en Algérie, l'évoquait déjà. En attendant que la prise de conscience aboutisse à des changements concrets, ces préjugés racistes font des victimes, elles, bien concrètes. En octobre 2024 encore, Meggy Biodor, une jeune femme d'origine guadeloupéenne, est elle aussi morte d'une méningite foudroyante après avoir contacté successivement le SAMU et les pompiers, sans que ces derniers ne jugent utile de se déplacer. La misogynie noire ne se résume pas à des insultes ou à des préjugés isolés, c'est une forme profondément ancrée d'oppression qui lie racisme et sexisme,
pour exclure, humilier et invisibiliser les femmes noires. C'est le symptôme d'une société qui refuse encore de reconnaître pleinement l'humanité des femmes noires. Elle se nourrit de stéréotypes archaïques, d'une histoire coloniale non digérée et d'un patriarcat évidemment toujours dominant. La misogynie noire, encore trop souvent ignorée dans les discours publics et politiques, est un poison social qui fait obstacle à l'égalité réelle. Refuser d'en parler ou minimiser son impact revient à perpétuer un racisme structurel et un sexisme profondément enraciné. C'est donc un combat collectif à la fois pour déconstruire ces mythes, reconnaître la pluralité des identités noires et surtout pour mettre fin aux discriminations concrètes que les femmes noires subissent au quotidien. Au-delà des clichés, c'est l'humanité des femmes noires qui doit être pleinement reconnue et respectée, sans filtre ni jugement préconçu. N'oublions jamais que sans intersectionnalité, le féminisme est un leurre qui oublie la moitié de nos sœurs. On poursuit avec le reste de l'actualité nationale, mise en image et racontée par Aude Cazorla. On commence par un point sur l'affaire Nahel. Enfin, justice pour Nahel. Les juges d'instruction ont ordonné hier l'ouverture du procès de Florian M., le policier mis en examen pour la mort de Nahel Merzouk, ce mineur de 17 ans tué d'une balle à bout portant le 27 juin 2023. Dans la foulée, une enquête pour meurtre avait été ouverte, mais presque aussitôt refermée. Le policier avait alors effectué 5 mois de détention provisoire, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2023. Sa version des faits, selon laquelle le jeune homme aurait foncé sur lui en voiture, avait été infirmée par une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une colère populaire sévèrement réprimée par la police. Si ce procès est désormais possible, c'est que les juges d'instruction estiment que Florian M. a bien une intention de donner la mort à Nahel. Les avocates de la famille ont salué une décision exceptionnelle, mais conforme à la loi. La mère de Nahel espère quant à elle obtenir enfin justice pour son fils. Dans l'actualité nationale toujours, la France Insoumise et les écologistes lancent une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Une de plus. La France Insoumise, soutenue par les écologistes, défend ce mercredi une 7e motion de censure contre François Bayrou. Dans le viseur des députés, le passage en force de la loi agricole du plomb. Ce texte, soutenu par l'alliance entre le RN et les ciotistes, porte une série de mesures destinées à réintroduire des pesticides dangereux tels que les néonicotinoïdes, aussi connus sous le nom de tueurs d'abeilles. Les écologistes et les insoumis dénoncent l'adoption en force de ce texte qui passera directement en commission mixte paritaire où la droite est majoritaire, sans être examiné par l'Assemblée et sans possibilité d'être amendé sur ses volets les plus néfastes pour l'environnement. Malgré la mobilisation des deux groupes parlementaires, cette motion a peu de chances d'aboutir, le Parti socialiste et le Rassemblement national ayant décidé de ne pas la voter. Actualité internationale pour finir, on revient comme toujours sur la situation à Gaza. La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, a annoncé fermer ses centres pour la journée dans le territoire palestinien assiégé à la suite de nouveaux tirs mortels en marge de ses distributions. Hier, au moins 27 Palestiniens qui attendaient de l'aide américaine avaient été tués près d'un centre près de Rafah. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ces tirs, évoquant des pertes de vie inconcevables, 2 jours après un drame similaire au même endroit, au cours duquel 31 personnes ont perdu la vie. Alors que le blocus humanitaire continue depuis plus de 11 semaines de famine dans la bande de Gaza. Les frappes sont quotidiennes sur les civils. Encore 12 personnes, parmi lesquelles des enfants, sont décédées ce matin à l'ouest de Khan Younes. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire toujours bloqué à Gaza. Le texte devrait cependant se heurter à un nouveau veto américain. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. L'extrême droite, aidée par les médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter des voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous, alors rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Et puis tant qu'on y est, abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.